Salut l'équipe, c'est l'Ovaliste. Aujourd'hui on file jusqu'en Amérique du Sud puisque la dernière fois l'Argentine a battu le Japon dans les sondages. D'ailleurs n'oublie pas de voter pour la prochaine analyse à la fin de la vidéo. Ouf, putain il fait chaud. Et en plus j'ai même pas de bière. Ah l'Argentine c'est gaucho, ça pampa, c'est joueurs qui chialent avant chaque match. Du folklore, c'est ça qu'on veut. Parce que oui, le rugby argentin est un rugby particulier, un peu à part, où les émotions tiennent une place très importante. Si je devais résumer le rugby argentin en un mot, ce serait sûrement la passion. L'Argentine a pour particularité d'être le seul pays de tout le continent américain à posséder une équipe de rugby qui figure dans le premier niveau mondial. Vous commencez à connaître, on va d'abord faire un petit rappel historique pour vous mettre en contexte. L'apparition de ce sport dans cet immense pays est d'abord liée à des raisons économiques. On va remonter jusqu'en 1846. À cette date, la couronne britannique décide d'abolir les Corn Laws. En gros, c'est un ensemble de lois protectionnistes qui visent à limiter les importations de céréales étrangères. Du fait de cette abolition de lois protectionnistes, l'agriculture britannique est alors soumise à la concurrence. Ce sacrifice vient entre autres du fait que le Royaume-Uni voulait tourner son économie plus vers l'industrie. De ce fait, au Royaume-Uni, de nombreux fermiers et propriétaires terriens se mirent à la recherche de nouvelles terres cultivables pour profiter de l'ouverture des marchés. Et donc l'Argentine, avec ses vastes étendues, sa pampa, paraît donc le candidat idéal. C'est ainsi que les fermiers et propriétaires terriens britanniques commencèrent à s'y installer, entraînant avec eux toute une cohorte d'ingénieurs, d'industriels, de marchands, de négociants et d'ouvriers, afin d'y développer les infrastructures nécessaires à la production et à l'acheminement de céréales. Ces expatriés, qui furent d'origine anglaise, galloise ou même écossaise, ne manquèrent pas d'y apporter un petit quelque chose en plus, emmenant avec eux un étrange ballon ovale nécessaire pour jouer au meilleur sport du monde. Le rugby argentin se développa avant tout en milieu urbain, largement soutenu par de riches industriels britanniques qui subventionnèrent la création de clubs. En 1899, 4 clubs de Buenos Aires se regroupèrent pour former la River Plate Rugby Football Union. En gros, c'est l'ancêtre de la Fédération argentine de rugby. Il faut cependant attendre 1910 pour que l'Argentine en tant qu'équipe nationale dispute son premier match, lors de la venue de l'équipe universitaire de l'équipe anglaise d'Oxford. Si tu suis mes vidéos depuis quelques temps, tu commences à savoir que le rugby est un sport d'élite, blabla, tout ça les intellectuels. Mais en Argentine, cet aspect-là est tout simplement exacerbé. Le rugby y est presque un sport de caste, c'est un véritable marqueur social. Les pratiquants de ce sport, principalement des universitaires, des chirurgiens, des notaires, des médecins, des ingénieurs, ne sont pas hyper chauds à l'idée que les classes populaires puissent également y jouer. D'ailleurs, petite anecdote pas piquée des hannetons, savais-tu que Ernesto Guevara, le fameux Che, qui était argentin et fils de médecin, était également un rugbyman passionné? Il a même travaillé en tant que chroniqueur rugby dans un journal nommé le Taco. Malgré l'élitisme, le rugby tend peu à peu à se démocratiser en Argentine. Surtout depuis les années 90 et l'entrée du rugby dans l'ère du professionnalisme. Mais bon, les choses prennent quand même du temps à bouger. Et Agustín Pichot, qui est un ancien joueur de l'équipe d'Argentine et qui est l'actuel vice-président de World Rugby, continue d'œuvrer dans ce sens. Tu te doutes bien que c'est pas chose aisée dans un pays où le sport roi, c'est le football. Les Argentins arborent un maillot rayé horizontalement de bande blanche et bleu ciel. Ils sont également surnommés les Pumas, alors que leur emblème, c'est un jaguar. En fait, cette confusion remonte à une tournée des Springboks en Argentine, et un journaliste anglo-saxon présent pour l'occasion cherchait à donner un nom animal à l'équipe d'Argentine pour l'opposer aux Springboks dans son article. Seulement, il a confondu le jaguar avec le puma. Et dans son article, il a marqué les Pumas au lieu des jaguars. Et malgré cette erreur, l'appellation est restée. Mais sur l'emblème, c'est toujours un jaguar. Mais il s'appelle les Pumas, bref. Les Pumas vont vraiment commencer à faire parler d'eux en 1974, lors d'une tournée contre la France. Les Bleus vont alors se faire surprendre par la monstrueuse efficacité du pack argentin en mêlée. Cela est dû à une technique particulière employée par la première ligne, la fameuse barradita. En gros, les piliers adoptent une posture très basse et inversent leurs appuis en direction du talonneur adverse. En gros, ils sont comme ça vers le talonneur adverse. En gros, une fois que le ballon est introduit, ils poussent à fond vers le talon adverse, ce qui a pour effet de lui imposer une pression énorme, et s'il essaie de talonner, il se fait emporter. Pendant plusieurs années, la mêlée argentine sera très renommée et donnera des surfroides à toutes les équipes qu'elle rencontrera. En règle générale, les Pumas sont connus pour leur grand courage. Ils jouent avec une passion propre aux équipes latines et sont réputés pour leur implication dans le combat. Mais les Argentins sont également connus pour être de véritables artistes du rugby, avec des gestes osés, pleins de panache et teintés d'arrogance. L'élégance à l'état pur. L'Argentine reste assez isolée sur la scène du rugby international jusqu'à son invitation à la première Coupe du Monde en 1987. Il faudra toutefois attendre leur explosion lors de la Coupe du Monde en France en 2007. Lors de cette édition, les Pumas s'y affirment comme la bête noire du 15 de France, en battant les Bleus non seulement lors du match d'ouverture, mais également lors de la petite finale, privant ainsi les Bleus de la 3ème place. Après, il faut dire qu'ils comptaient parmi leurs rangs des joueurs juste magiques, comme Juan Martín Hernández, Felipe Contepomi ou Fernandez Lobé. Et de manière générale, les parties qui opposent les Bleus aux Pumas sont très disputées, et même souvent sous tension, avec de nombreuses échauffourées et provocations diverses pour tenter de faire dégoupiller l'adversaire. Attention, ce petit geste-là de Kubechi qui tente de faire aussi dégoupiller les Français, ça c'est très argentin aussi. Dans cette fin de première mi-temps, Krivy en capitaine qui est venu se mettre au milieu de 2-3 joueurs français. Il faudrait reprendre ses esprits des deux côtés pour entrer au vestiaire dans le calme. En attendant, l'Argentine mène 15-3. Allez, Pascal Papé, il faut qu'il se calme absolument.
Ah, c'est un classique, hein. Très bien, ce France-Argentine. Cela risque d'être intéressant à observer lors de la prochaine Coupe du Monde puisque les deux équipes sont dans la même poule. En 2015, les Pumas échouent à la 4ème place après un très beau parcours. Et même pour moi, c'était l'équipe des Pumas la plus complète que j'ai vue jusqu'alors. Il faut dire que les Pumas ont largement bénéficié de leur intégration dans le Rugby Championship aux côtés de la Nouvelle-Zélande, de l'Australie et de l'Afrique du Sud. Mais ce qui a vraiment donné un coup de fouet à cette équipe selon moi, c'est la création en 2016 de la première équipe professionnelle argentine, les Jaguares. Oui, la première équipe professionnelle puisque avant, pour des raisons d'élitisme, le rugby devait rester une passion et non pas devenir un métier. Il était alors interdit par la fédération de pouvoir toucher un salaire lorsqu'on pratiquait le rugby. C'est d'ailleurs pour cette raison que de nombreux joueurs argentins partaient jouer en Europe. Conscient que le rugby argentin ne pourrait jamais progresser en restant un sport d'amateur, la fédération argentine prit la décision en 2016 donc de créer les Jaguares, une franchise professionnelle qui dispute le Super Rugby. Bon, je rappelle juste pour ceux qui connaissent pas, le Super Rugby c'est une compétition en fait qui regroupe des franchises néo-zélandaises, australiennes, sud-africaines et une japonaise et qui s'affrontent de janvier à juillet. Mais en parallèle, la Fédé édita une nouvelle règle, stipulant que pour pouvoir jouer avec les Pumas, avec l'équipe nationale, il faut obligatoirement jouer en Argentine. Donc tous ceux qui jouent ailleurs à l'étranger ne sont pas sélectionnables. Si au début les premières saisons furent assez difficiles pour les Jaguares, ils s'affirment de plus en plus désormais comme un cadre de la compétition. D'ailleurs cette année fut leur plus belle saison avec une place de 2ème de la phase régulière. Ils iront même échouer en finale face aux Crusaders. En fait cette équipe de Jaguares permet aux Pumas de disposer d'une solide base de joueurs qui jouent et qui s'entraînent à l'année ensemble. Et du coup ils disposent de repères collectifs qui sont très intéressants à mettre en œuvre lorsqu'ils jouent en équipe nationale. Et c'est beaucoup puisque en tout sur les 42 joueurs qui ont été présélectionnés par Mario Ledesma pour le Japon, 37 sont issus des Jaguares. Malgré tout, la fédération argentine a décidé de faire quelques petites entorses à sa règle par rapport à la non-sélection des joueurs qui évoluent à l'étranger. En effet, des dérogations ont été données à Facundo Isa, à Nicolas Sanchez et à Santiago Cordero, qui sont tous les trois des joueurs talentueux et très expérimentés. Toutes ces raisons me laissent penser que l'Argentine risque d'être un très gros client lors de la prochaine Coupe du Monde. Je pense qu'ils vont délaisser un petit peu le Rugby Championship pour pouvoir un peu récupérer, notamment après la longue saison des Jaguares. Donc comme j'ai dit, ils sont dans la poule de la France, donc la poule C, avec l'Angleterre, le Tonga et les USA. D'ailleurs, je vous le dis, le premier match de la France sera le 21 septembre, ce sera contre l'Argentine. Et à mon sens, si les Argentins battent les Bleus à ce moment-là, eh ben ça va être très compliqué pour se qualifier, puisque les Bleus devront battre l'Angleterre. Donc je pense que ça va être un match qui va être très disputé d'entrée de jeu dans la compétition, parce que c'est déjà deux équipes qui se détestent entre guillemets. Franchement, j'ai coché cette date sur mon calendrier, c'est un match que je veux absolument pas louper. Compte tenu de la dynamique actuelle, moi je pense que la logique voudrait que qualifier en quart en tant que deuxième de la poule, parce que je pense que l'Angleterre est un petit peu trop haut pour eux encore. Et auquel cas, ils joueraient contre le premier du coup de la poule D, donc la poule du Pays de Galles et de l'Australie. Donc moi je pense que ce sera le Pays de Galles, mais ça peut être aussi l'Australie bien sûr. Après, je sais pas si je les verrai plus loin que les quarts de finale. J'ai pas trop d'avis là-dessus pour l'instant, j'ai pas de feeling particulier. Pour l'instant, je vais regarder les matchs de poule et on verra bien. Alors on va en venir aux 15 types potentiels. En pili, il y a Santiago Garcia Bota à gauche et Santiago Medrano à droite, avec bien sûr au talon l'emblématique Captain Courage Agustín Creevy. En deuxième ligne, il y a pas mal de monde, mais peut-être un attelage Guido Petit et Thomas Lavanini, mais il y a une rotation sûrement avec Thomas Kremer et Alemano également. En troisième ligne, il y a pas mal de monde aussi. Une troisième ligne que j'aime bien voir, c'est celle avec Pablo Matera et Facundo Isa aux ailes, sans oublier qu'il y a aussi l'option Lezana. Et en 8, sûrement le 8 des Jaguares, Rabier Ortega Desio, mais il y a aussi Leguizamon, le vieux briscard qui a été sélectionné, donc qui sait. À la charnière, pour la mêlée, pour le demi de mêlée, je pense pour une rotation du coup entre Thomas Kubeli et Martin Landaro, qui jouent tous les deux au Jaguares et qui sont assez performants. Et à l'ouverture, bien sûr, je pense que Sanchez n'a pas été rappelé pour rien, donc Nicolas Sanchez, je pense en 10 sera pour les gros matchs. Au centre, il y a la paire des Jaguares, je pense que du coup ce sera Jerónimo de la Fuente et Mathias Orlando, qui m'ont fait une très bien impression lors des phases finales du Rugby Championship. Et pour le troisième rideau, là aussi il y a du monde. Alors même si je pense pour une composition dans un premier temps qui sera semblable à celle qu'il y a eu lors de la finale du Super Rugby, à savoir Moroni et Moyano aux ailes avec à l'arrière Emiliano Boffelli, il me semble qu'il faudra compter sur le retour de Santiago Cordero à l'une des deux ailes un jour, et peut-être même Joaquin Tuculet au fond du terrain. Donc voilà, tout ça pour dire qu'il y a du choix et que c'est une équipe qui est assez plaisante à voir jouer, je trouve, qui ne renie jamais le jeu et qui parfois même se perd un peu en voulant trop jouer, mais bon, mieux vaut ça que l'inverse. Bref, vous l'avez compris, cette équipe a de nombreux atouts à faire valoir. Cependant, un peu à l'instar du 15 de France, c'est une équipe qui souffre de l'inconstance et qui peut parfois se mettre à déjouer et à perdre ses moyens sans raison apparente. Pour moi, c'est une équipe qui a toutes ses chances en Coupe du Monde là, même si les autres équipes sont très relevées également, mais je pense qu'ils sont tellement sur une dynamique positive au niveau mental, au niveau organisationnel, et même la fédération en fait argentine fait tout
pour que les Pumas soient performants. Il y a vraiment des choses qui sont mises en place et ça fait vraiment plaisir à voir qu'une fédération puisse mettre autant de choses en place. Je pense que ça ferait pas de mal de s'inspirer un petit peu d'eux par rapport à tout ce qu'ils mettent en place. Eux, au moins, ils savent qu'il y a des problèmes et ils essaient de les résoudre, pas avec des demi-mesures. Je vais partir en roue libre si je m'exprime sur le sujet. Dis-moi en commentaire si tu penses que les Bleus ont une chance de les battre. Et aussi, n'hésite pas à poser des questions pour la prochaine FAQ parce que je rappelle que quand j'aurai 500 abonnés, je ferai une petite FAQ en répondant à vos questions. On a passé le premier tour des équipes intéressantes de ce prochain tournoi selon moi. Donc de toutes les équipes qui, selon moi, peuvent se qualifier en quart de finale. Donc pour la prochaine vidéo, tu as le choix entre deux énormes poids lourds de l'hémisphère sud, donc la Nouvelle-Zélande et l'Afrique du Sud. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à mettre un pouce bleu, à la partager et surtout abonne-toi. Active la cloche pour bien recevoir toutes mes notifications. Pour patienter entre les vidéos, je t'invite à rejoindre mes réseaux sociaux, donc notamment Facebook, la page Facebook qui est l'un des réseaux sociaux sur lequel je suis le plus actif. Tu pourras y découvrir un peu l'actu rugby du moment. Twitter aussi, j'essaie de m'y mettre un petit peu pour commenter les matchs en direct, donc si ça t'intéresse, vas-y, viens me suivre. Et sur Insta, j'annonce plus mes vidéos, je mets en ligne l'avancement des vidéos, donc quand j'ai fini d'écrire, quand j'ai fini de tourner, et quand je vais mettre la vidéo en ligne avec les horaires, voilà. Donc vas-y, va me suivre aussi. La Coupe du Monde approche, j'ai vraiment hâte. Je te dis à la prochaine et n'oublie pas que chez nous le rugby, c'est une coutume.